la première. Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. J'ai beaucoup d'ambition. Je suis quelqu'un depuis petite. Je sais où je vais. Pour moi, être une femme, c'est pas un frein. Au contraire, c'est une force incroyable. Et pour moi, je veux devenir le leader du maquillage solaire. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. Cette mamie qui a des taches de soleil mais qui ne veut pas sortir, elle me dit merci parce que je peux sortir, j'ai un teint unifié. Le chef d'entreprise dans le BTP qui veut pas, il a une calvitie mais il ne veut pas mettre la crème solaire blanche. Donc là, c'est à sa teinte. Et en fait, c'est vraiment une clientèle que je m'attendais diversité que je m'attendais pas du tout à avoir. Et dans les autres Outre-mer, c'est pareil. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Passer les 15 000 followers, tu as deux options. Soit tu continues à travailler autour de toi, ton personal branding, et c'est toi qui portes la voix, soit tu te concentres sur le produit. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Sarah, bienvenue. Bonjour. Sarah, tu as créé une marque de cosmétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à créer ta marque ? Alors, je suis Sarah Abonkata-Shelom, une franco-tunisienne mariée à un Réunionnais. Et j'ai créé The Island Cosmetics, qui est ma marque de maquillage solaire, suite à une histoire personnelle. C'est une marque de maquillage avec une protection solaire intégrée et un soin en même temps. C'est un produit hybride. L'idée est née de mon histoire personnelle, car le maquillage a été une thérapie pendant une période très difficile de ma vie. Et en parallèle, j'ai eu une personne dans ma famille qui a eu le cancer de la peau. Donc, on a été sensibilisés très tôt à la protection solaire. Et ce que je faisais, moi, je mélangeais ma crème solaire avec mon fond de teint et ma crème hydratante. Donc, on arrive à La Réunion. L'indice UV est très, très élevé. Donc, je le suis de près. Et là, je demande à mon dermato si je fais bien. Il me dit non, il faut mettre la crème solaire, attendre 30 minutes et après faire le reste. Ouais. Parce qu'on ne sait pas si les ingrédients sont compatibles, si on ne dégrade pas l'effet de la crème solaire vu qu'elle est diluée. Et sinon, si je veux garder ce mélange, il faut que je fasse des tests pour voir si le SPF est toujours là. Ce qui est spécial quand même, parce qu'aujourd'hui, la plupart des fonds de teint, en tout cas d'excellente qualité, contiennent un SPF intégré. Donc bon, c'est pas quelque chose non plus de phénoménal de mélanger à l'origine son fond de teint avec son SPF. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont déjà eu cette idée, parce que si tu dois choisir entre ta protection et avoir un teint unifié, c'est quand même c'est un peu dommage quand même. Donc, Oui, mais il faut être bien protégé. C'est ça. C'est la quantité surtout qui c'est compte. Son sujet, c'est que ça soit la bonne quantité dans le fond de teint. C'est pas juste parce qu'on a utilisé un pigment qu'on peut se dire c'est une protection solaire. Donc dans ce sens, je me suis renseignée sur les tests pour le SPF. J'ai vu que c'était assez cher. Je me suis dit, au lieu de le faire pour d'autres marques, je vais créer mon propre mélange. À la base, c'est pour moi. Et mon mari qui est typé indien. Donc, à La Réunion, il y a plusieurs ethnies. Et donc, parce que lui, il n'aime pas du tout mettre la crème solaire. C'est gras, c'est blanc, c'est pas adapté. C'est blanc, c'est collant. Voilà. Et donc, c'est parti de là. Un petit mélange pour moi et lui. Plus on parle autour de nous, plus les gens me disent « mais nous aussi, on n'a pas une crème solaire pour nous, notre teinte ». Et voilà, c'est parti après 3 ans et demi de recherche et développement. 5 ans plus tard, le produit est sorti depuis l'année dernière. Il faut bien expliquer quand même à nos éditeurs que en fait, le SPF, c'est déjà une protection avec un indice UVA, UVB. Oui. Il y a différents types de SPF. Oui. Par exemple, un SPF 30, c'est 97% des UV qui sont bloqués. Oui. Et le SPF 50, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas 100%, c'est juste 98%, c'est 1% supplémentaire, mais ça peut être ces 1% qui peuvent te donner un cancer de la peau. Donc, autant essayer de prendre le maximum. Donc, si j'ai bien compris, le concept, et donc comment s'appelle la marque exactement ? The Island Cosmetics. The Island Cosmetics. Donc, si j'ai bien compris, on part sur un principe donc d'une crème solaire teintée en fonction des différents types de carnations. Oui, mais en fait, comme moi, j'adore le maquillage et j'aime bien me protéger. Donc, j'ai travaillé avec 2 laboratoires, un spécialisé dans le solaire, donc c'est une vraie crème solaire, et un laboratoire spécialisé dans le maquillage. On a transféré cette crème solaire en fond de teint, déclinée en 10 teintes. Alors, contrairement aux autres marques, nous, on n'a que 3 teintes claires et le reste, c'est foncé, parce que malheureusement, c'est les oubliés de la protection solaire. Ça me fait rebondir que je me suis toujours intéressée effectivement à la protection SPF, parce que
contrairement à ce qu'on pense, les gens, effectivement, qui ont une certaine carnation de peau ont tendance à s'oublier. Ils ont tendance à s'oublier aussi parce que certains dermatologues disent que les cancers de la peau sont moins représentés chez les personnes de type de peau type ethnique ou coloré que les caucasiens. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon bah nous on n'attrape pas de coups de soleil, le cancer de la peau, etc., etc. Mais je sais pas si tu es au courant que Bob Marley est mort d'un cancer effectivement de la peau sur le pied. J'ai appris ça et en fait et là on va profiter pour faire un peu de sensibilisation. Absolument. J'ai appris en fait qu'il faut surtout sur les personnes donc typées regarder les mains et les pieds parce qu'en fait lorsqu'il y a un cancer qui se localise sur la peau, c'est plutôt sur ces parties du corps là par rapport aux peaux noires et métissées. Donc, et moi, ma tante qui est décédée, elle est métissée et elle est décédée d'un cancer de la peau. Ouais. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Donc, ça va nous permettre de rebondir sur... Quand on t'écoute, on entend bien que lancer un SPF, c'est pas aussi facile que ça. 3 ans de R&D et le produit a pu sortir 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui fait que... Alors moi, je sais bien, je connais la réponse, mais je veux que tu la dises à nos auditeurs. Qu'est-ce qui a été le plus long dans le process ? Alors, comme moi, je suis exigeante sur le SPF 50, donc c'était ça, et la formule. Donc, on a fait 60 formules avant d'avoir cette formule-là. Et à chaque fois qu'on change la formule, il faut faire il faut refaire le test SPF. UVA et UVB. Et moi, j'ai fait les 2 tests aussi SPF, in vitro, in vivo, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, in vitro, c'est en laboratoire. In vivo, c'est en conditions réelles. D'accord. Pour avoir vraiment les résultats qu'on met sur nos packaging qui ne soient pas faussés. Okay. Donc, c'était le plus long. Et aujourd'hui, en termes de budget de R&D, tu en es à combien ? 400 000 €. Donc, non, parce que souvent les gens s'imaginent, je vais lancer... Parce qu'en fait, en ce moment, il y a une hype autour du SPF. Il y a, en fait, la beauté coréenne, la K-Beauty, a popularisé en fait, la notion de SPF. C'est pas forcément la population la plus exposée aux UVA et aux UVB. Mais en plus, eux, ils l'utilisent pour rester blanc, c'est pas pour se protéger, donc c'est une autre culture. Effectivement, c'est une autre culture. Après, ils l'utilisent tout simplement parce qu'ils sont contre le vieillissement aussi cutané. Absolument. Donc, c'est devenu la base et actuellement dans les marchés en fait qui ont le plus de croissance en cosmétique, le SPF est celui qui a une croissance à 2 chiffres, alors que le marché de la cosmétique en France, il n'a pris que 1% l'année dernière. Juste pour se rendre compte que tu es vraiment sur une tendance et sur un marché qui ne peut que évoluer. Avec ces informations-là, aujourd'hui, tu en es où en termes de distribution ? Tu distribues sur ton site internet ? Tu as des revendeurs ? Explique-moi un petit peu comment ça se passe autour de ça. Alors, aujourd'hui, on est distribué à La Réunion en pharmacie, donc 15 pharmacies. Donc, pour info, le produit est lancé depuis l'année dernière en juin avec une campagne de crowdfunding qui a été successful. Vous avez fini avec combien de contributeurs ? 202% de l'objectif, on a fait. Bien. Et ce qui était génial, c'est que on a vu la distribution, les commandes ont été du Canada, des États-Unis, Thaïlande, toutes les Outre-mer, un petit peu en France. Donc, c'était un peu dispatché. Et derrière, donc on est distribué à La Réunion et on a eu un contact aux États-Unis donc pour faire un test dans un pop-up store parce que les États-Unis aussi, c'est un marché très, très important. Ils sont sensibilisés à la protection solaire. Et Hong Kong aussi, un distributeur, un pop-up store pour... pareil, parce qu'ils sont sensibilisés et comme mon produit, il est assez couvrant comme un vrai maquillage, donc c'est un produit qui les intéresse. Donc on est en train de faire des tests pour voir les teintes qu'il faut développer pour ce marché-là. Est-ce que tu connais la marque Tinted ? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton positionnement par rapport à cette marque justement qui peut être un de tes concurrents sur le marché US ? Alors j'ai plusieurs concurrents maintenant. Il y a Ultraviolette, il y a Supergo, puis il y a Hello Sunday. Mais ils ont tous lancé le produit teinté en SPF l'année dernière, en même temps que moi. Alors, mon positionnement, c'est le naturel. Et de 2, c'est vraiment l'efficacité du produit. Et donc voilà, l'efficacité vraiment... tu me dis le naturel comme si c'était... Explique-nous justement en quoi ta formule est différente justement et en quoi elle a ce lien particulier en fait, avec les Outre-mer. Tu as dû choisir des ingrédients particuliers, non ? On a 2 ingrédients de La Réunion. Un extrait de la bagasse de canne à sucre. Parce qu'en fait, la canne à sucre,
tout ça, j'ai fait toute seule. Hein. Je suis autodidacte. J'ai fait mes recherches moi-même pendant 1 an et demi. Donc, la canne à sucre, elle est exposée au soleil, mais elle est gorgée à 70% d'eau. Et en fait, c'est parce qu'il y a une molécule dedans qui protège, qui fait un film protecteur pour garder l'eau. Donc, on extrait cette molécule, cet actif, qu'on met dans notre produit pour avoir cette dermoprotection et on garde l'hydratation dans la peau. Et le Karanja, c'est un arbre asiatique mais qui se trouve à La Réunion dans une plage de sable noir. Et cet arbre, il est toujours vert. Pourtant, il est sur une plage de sable noir et il a un SPF naturel de 20. Mais bien sûr, il n'est pas encore reconnu par le listing key. Donc on n'utilise pas que ça, on utilise des filtres minéraux pour vraiment avoir ce SPF 50 qui est sur nos tests 80 grâce au Karanja. On a une hypersensibilité par rapport à la barrière de corail, etc. etc. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, donc tu as une marque naturelle, est-ce que tu as choisi de passer par des labels? Tu l'as fait labelliser ou pas encore? Alors, on est Cosmos naturel. On est à 99,4% naturel. Il y a juste un pigment qui est extrait chimiquement, donc on ne peut pas mettre. Sinon, on est en train de faire les tests pour tout l'environnement marin, pas que les coraux. Parce que dans la mer, il n'y a pas que les coraux. Et donc, on est en train de faire des tests pour le certifier RIF. Sur la protection, donc, en tout cas, des fonds marins. Mais du coup, c'est assez long. Parce qu'on fait surtout tout l'écosystème marin. En termes d'image de marque et de construction de marque, tu te positionnes où actuellement? Tu as commencé sur Internet. Oui. Maintenant, tu as un positionnement où tu te diriges légèrement vers la pharmacie. Mais aujourd'hui, comment tu as commencé à construire en fait ton image de marque? L'image de marque a été construite vraiment par la communauté. Donc, j'ai raconté mon histoire dès le départ. J'ai embarqué tout le monde avec moi depuis le début, même quand on est allé voir les labos. Donc, après 1500 labos contactés, le seul qui m'a accepté, j'ai emmené des personnes de La Réunion, de la Martinique et de Paris avec moi pour co-construire les prototypes. Ensuite, pareil, à La Réunion, je fais des tests avec tout le monde pour choisir les teintes. J'ai vraiment co-construit ce projet en impliquant le maximum de gens pour les sensibiliser aussi à la protection solaire. Et en fait, quand j'ai lancé la marque, je me suis dit, je vais lancer sur Internet, comme tout le monde, sauf que moi, c'est des teintes. Donc, bien sûr, c'est très compliqué. Donc, pendant toute la période de la campagne de crowdfunding, j'ai passé mes nuits à répondre aux clients, à les aider à trouver leurs teintes. C'était un travail colossal et je me suis dit, ça va être compliqué derrière. Donc, le premier pivot, c'était là. On a créé une application avec l'IA pour aider vu mon expérience pendant ce mois et demi à aider les gens. Donc, on a entraîné une IA pour aider les gens à trouver leurs teintes. Pour l'instant, comme on n'est pas une marque très connue, donc c'est un peu compliqué de faire confiance à cette IA. Surtout, les gens ont besoin de toucher, tester la texture. C'est pour ça que tu es allé chercher de la distribution physique. Et derrière, j'ai encore pivoté en cherchant la distribution physique. Les premiers qui ont fait confiance, c'est les pharmacies. Parce que les pharmacies, c'est du solaire. Ils ont une demande. Ils ont compris. À La Réunion, c'est vraiment une réelle demande d'avoir de la protection solaire pour les peaux foncées. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais moi, je vais souvent sur le terrain. Donc, je fais moi-même mes animations en pharmacie. Et je me rends compte que les clients qui viennent me voir, c'est cette mamie qui a des taches de soleil, mais qui ne veut pas sortir. Elle me dit merci, parce que je peux sortir, j'ai un teint unifié. Le chef d'entreprise dans le BTP, qui veut pas, il a une calvitie, mais il ne veut pas mettre la crème solaire blanche. Donc là, c'est à sa teinte. Et en fait, c'est vraiment une clientèle que je m'attendais... diversité. Que je ne m'attendais pas du tout à avoir. Et dans les autres outre-mer, c'est pareil. Tous les contacts que j'ai, malheureusement, on n'est pas encore distribué dans les autres outre-mer, mais j'espère bientôt, parce que toutes les demandes qu'on a, c'est que des personnes qui ont besoin vraiment de ce produit, ils veulent l'avoir, quoi. Alors, tu t'es lancé avec un budget de combien? 10 000 euros. 10 000 euros. Donc, tu as 400 000 euros d'investissement en R&D. Tu as pu bénéficier de subventions? Alors, j'ai eu que la bourse French Tech. D'accord. Enfin, que c'est déjà 30 000 félicitations. Euros, c'est énorme. Et après, au départ, j'ai fait des prêts. J'ai tout mis, all-in, j'ai tout vendu, ce que j'avais, et j'ai pris des prêts. Et il y a 2 ans, j'ai pu lever 300 000 euros avec un business angel. C'est ça qui m'a fait aussi... C'est ça qui t'a permis de continuer de faire le pivot. Donc 300 000 euros donc, avec un business angel qui a cru dans le projet. Moi, c'est vrai que la première chose qui me surprend dans ce que tu me dis, c'est que tu sois
que tu ne sois pas éligible à d'autres subventions. Je connais des marques de solaire, en fait, des personnes qui ont pu bénéficier de subventions, non seulement effectivement à cause de la naturalité, la préservation des fonds marins, et c'est surtout que le cancer de la peau est une des grandes causes, en fait, de la décennie. Donc je pense qu'il y a des choses à aller chercher par là. Je pense qu'il faudrait peut-être creuser un peu. Recreuser, maintenant que tu as un petit peu d'air avec ton BA, d'aller chercher, parce que les montants peuvent être assez intéressants. Ça va de 50 000 à 200 ou 300 000 euros. Donc, je pense que pour te donner un coup de boost, c'est toujours intéressant d'aller chercher ça. Si aujourd'hui, tu me parles d'une communauté, ta communauté, elle est essentiellement sur Instagram. Vous êtes combien à peu près là ? 7 000 en organique, j'ai rien fait d'autre. C'est très bien, 7 000 en organique. Et du coup, comment tu l'animes, cette communauté, au quotidien ? Je parle avec eux. Ok. Je fais beaucoup de vidéos. J'aime pas ça, mais j'ai vu que ça marche. Ok. Je parle avec eux, je poste. En fait, la vraie vie. On parle. Ok, donc en fait, tu as une marque qui est à la fois concentrée sur le fondeur et sur le produit en lui-même. Une fois que tu as créé ce lien-là, comment tu fais pour arriver à convertir justement cette communauté en clients ? Tu mets en place des actions ? Il y a un CRM, il y a quelque chose derrière ? Dis-moi. Oui, il y a un CRM et après, moi, je suis très, très proche de ma clientèle parce que, venant du monde de l'hôtellerie de luxe avant, c'est une qualité que je trouve qu'il faut mettre en avant. Au départ, je comprenais pas le lien. Tout le monde me dit, mais tu as quitté l'hôtellerie pour faire une marque de cosmétiques. Le service, l'écoute, l'accueil, le SAV, oui, ouais, ça me paraît évident. C'est une vraie chance et une valeur ajoutée énorme parce que je suis là pour eux. Il n'y a aucun moment où je ne réponds pas aux clients. Mais aujourd'hui, tu as 7000 personnes avec qui tu dois rentrer en contact. Tu n'es pas à l'abri que la marque, elle scale qu'elle explose. Demain, tu fais comment si tu as 100 000 followers ? Je forme une équipe. C'est quoi le plan ? Non, mais le service client, c'est très, 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 très important. Bien sûr. Pour moi, c'est primordial. C'est eux qui nous font grandir, c'est grâce à eux qu'on va faire du chiffre d'affaires. Donc, ouais, je mettrai en place une vraie équipe service client. En parlant Non. En parlant de chiffre d'affaires, donc la marque existe depuis combien de temps ? Alors, création officielle en 2022, lancement le 1er juin l'année dernière. Ok, donc là tu vas arriver sur un an d'exercice. Vous avez fait un chiffre d'affaires de combien à peu près ? 70 000 euros. 70 000 euros avec 14 pharmacies plus le site internet. Et donc du coup, toi, ton prévisionnel aujourd'hui, sur les 3 prochaines années, c'est quoi en fait les next steps ? Alors j'aimerais bien lever des fonds parce que je vois qu'il y a énormément de choses à ajuster. Et il faut des fonds. Aujourd'hui, tu as 1 ou 2 produits ou tu as une déclinaison ? C'est un produit décliné en 10 teintes. D'accord. Et il y a l'accessoire, le Beauty Blender qui va avec et c'est double fonction aussi. Donc il y a une partie pour tout ce qui est fluide et une partie pour les poudres. D'accord. Et en cours de développement, l'anti-cerne, toujours SPF 50, un 2 en 1 lèvres jour. SPF 50 et comme je vous ai dit, moi je suis très très expérience client. Le produit il est water resistant, mais vraiment water resistant par rapport à la chaleur. On a fait des tests en randonnée partout et en fait donc j'ai créé une huile démaquillante après solaire avec un ingrédient aussi avec des ingrédients de la Réunion ou des îles. D'accord, donc tu mises sur la pharmacopée réunionnaise et donc dans ton storytelling de marque, comment tu mets en avant justement ces ingrédients-là ? Comment tu racontes à tes clients ? Je pense que c'est là où je pêche un peu. Je raconte vraiment la mission de la marque, c'est vraiment de rendre la protection solaire un geste simple du quotidien, que la protection solaire, elle est pour tout le monde. Pour moi, c'est pas les maladies de la peau ne sont pas genrées, n'ont pas de couleur, n'ont pas de culture. Ça doit être pour tout le monde, mais j'oublie. Peut-être cette partie-là, c'est un axe que je dois travailler un peu plus. C'est marqué partout, c'est sur le site et tout, mais je ne le raconte pas assez. Donc, on a pour habitude, donc dans le podcast Génération Entrepreneur, de demander en fait aux talents qu'on reçoit de me challenger un petit peu. Et pour ça, en fait, tu as 3 questions que tu peux me poser, auxquelles tu voudrais absolument, à la fin de notre entretien, que je t'ai apporté une réponse ou tout du moins un début de réponse. Est-ce que tu as un petit peu réfléchi ? Ok, allons-y. Alors, pour ta première question, qu'est-ce que tu me demanderais ? La première question, c'est que j'ai fait les Indies Days en avril.
Et moi, j'ai déjà contacté tous les retailers, bien sûr, hein, fait mon travail, mais j'ai jamais eu de retour de leur part. Et là, ils étaient obligés, ils avaient le produit, j'étais en face d'eux. Et en fait, ce qui revenait, c'est le packaging, il est assez neutre, certes premium, mais il est assez neutre, donc il ne va pas appeler le client sur l'étalage. Et le positionnement, est-ce que je me positionne plus solaire ou maquillage? C'est une question... Bon, maintenant, de plus en plus. Plus loin après, mais OK. Donc, tu as participé donc, au Indies Day. Les Indies Day, c'est quoi? Concrètement, en fait, c'est une journée où toutes les marques qui n'appartiennent pas à un groupe, qui sont donc, on appelle ça des marques indépendantes. Et donc, en fait, une Indies brand, c'est quoi? C'est une marque indépendante. Peu importe qu'elle ait levé des fonds ou pas, d'accord? Et donc, c'est surtout une marque avec un fort ADN avec son fondeur. C'est le profil type des Indies Brands, c'est ça. Donc, tu as participé en fait à ce... Alors, c'est pas un concours, c'est une journée où il y a énormément en fait de marques qui viennent pitcher en fonction en fait de leur catégorie. Donc, il y a des catégories qui sont plus jeunes, il y en a qui sont spécialisées dans le soin, dans le maquillage, etc., ou dans l'innovation. Et en fait, c'est une journée auquel la personne en fait qui a créé les Indies, c'est Patricia donc de Cosmetic Mag, et son but en fait était de pouvoir aider les jeunes pousses à partir à la rencontre des retailers. Ouais. Et donc sur cette journée-là, tu as la chance de pouvoir pitcher devant les retailers majeurs du secteur de la beauté. Ça a été fait pourquoi? Parce que comme tu nous l'as dit tout à l'heure, toi tu as écrit à des retailers mais tu n'as pas eu de réponse. Et si nos auditeurs doivent bien comprendre quelque chose, c'est qu'il y a plus de 1000 marques. 1000 marques chaque année qui se créent en France. Ça, c'est la première chose. Tu ne peux pas t'adresser à un retailer A comme tu t'adresserais à un retailer B. Chacun a sa façon de faire, chacun a sa hiérarchie et structuré différemment et ses priorités. Donc, faire rentrer une nouvelle marque, c'est un risque pour l'acheteur. Et en plus, il faut bien avoir identifié le bon contact, le bon acheteur par rapport à sa bonne catégorie. Par exemple, si tu veux écrire à Monoprix, tu ne peux pas écrire juste au responsable des achats de Monoprix. Il faut trouver le responsable de la beauté, plus particulièrement, éventuellement, voir s'il s'occupe bien de ta catégorie. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je déconseille fortement à toutes les jeunes marques juste d'envoyer un email. Il faut idéalement soit aller sur une journée comme les Indies, soit essayer d'aller à leur rencontre sur un moment bien précis où ils sont ouverts en fait. Parce que c'est comme quand on envoie des CV. D'accord. Tu envoies des CV, tu postules, tu fais des candidatures spontanées, mais en fait, derrière, le service RH, il n'est pas prêt à répondre à 200 candidatures spontanées. Lui, il doit faire tourner la boîte. Donc, les gens se plaignent souvent, oui, j'ai pas eu de réponse. Oui, ça peut arriver de ne pas avoir de réponse parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de leur pipe, de leur priorité du moment. Donc, quand tu mets une offre d'emploi, bien sûr que tu dois répondre, mais sur les candidatures spontanées, c'est hyper difficile de dire à quelqu'un « Bon, bah, aujourd'hui, tu vas répondre aux 100 candidatures qui sont dans la balle. » Et ben, c'est la même chose, en fait, pour se faire référencer, en fait, chez les retailers. J'irai plus loin, donc, dans notre discussion. Le jour où tu fais les Indies, qu'est-ce qui a été le retour fondamental, principal, en fait, qui est revenu commun à tous ces retailers? Alors, l'innovation, il n'y avait pas de sujet, c'était génial. Le seul souci, c'était le packaging. Donc, voilà, pour eux, c'était assez neutre. Il n'attire pas l'œil sur l'étalage. Et il faut que je me positionne ou maquillage ou solaire. Donc voilà, le packaging a été pensé par moi-même. Tout est fait par moi-même. Et en fait, comme c'est une histoire personnelle, je voulais que ça soit une boîte avec un message fort à l'intérieur. Chaque teinte, elle a son message. Et qu'on garde la boîte en boîte à bijoux, chouchou. Le matin, on a ce petit message de réconfort. On est là pour se dire les choses. Oui, bien sûr. Non, mais avec grand plaisir. Et tu as choisi un packaging archi neutre. Aujourd'hui, ta distribution et ta cible potentielle, ce sont les personnes issues de la diversité. Tu as choisi quelque chose, une erreur que j'ai faite quand j'ai voulu rentrer en pharmacie. C'est-à-dire que je suis repassée sur un packaging très blanc, très épuré, avec juste un soupçon de couleur, etc., etc. Ça correspondait pas du tout à mon image personnelle, à mon image de marque et à mon goût. C'est hyper important de rester aligné avec soi, ses valeurs. Et 2, ça fait pas partie de la culture. Okay. On me l'a reproché. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit oui, les packaging ils font cheap, ils font 13 années 90, ils sont super colorés. Mais bon, malgré tout, elle fait 25 millions. Bah oui, en fait. Parce qu'en fait, ma cible de client s'habille avec de la couleur. Tu t'habilles avec de la couleur.
tu aimes la couleur. On est issu de la Caraïbe et donc on vit dans un milieu coloré et ça se décline sur le choix du client de différentes façons. La première, c'est le packaging. Donc là, ton packaging, il est très neutre parce que tu as voulu faire genre, je suis sérieuse. Je prouve et donc je dois être sérieuse. Et donc, parce que quand j'affiche un SPF 50, il faut qu'on me prenne au sérieux. Ça, c'est la première chose. Non. La deuxième chose, c'est, comme tu es une marque naturelle, tu as choisi en fait une représentation classique avec donc ton cosmos sur le côté, ton pourcentage d'ingrédients et tes messages sur le côté. Et donc, tu as choisi un premier packaging. En fait, tu as un packaging primaire, d'accord ? Et donc, sur ce packaging primaire, le client, il a 2 choses à faire. Il ouvre une première boîte. Ensuite, il ouvre ta seconde boîte pour encore avoir un message et voir le produit. D'accord ? Il y a 2 gestes, plus un geste. Aujourd'hui, tu es dans la clean beauty. Dans la clean beauty plutôt luxe. Tu as un positionnement haut de gamme ou moyenne gamme, ou premium, on va dire. Premium. Quel est le prix du produit actuellement ? 69 €. Donc, tu es sur une crème solaire teintée à 69 €. Tu as 2 options. La première, tu ne peux pas avoir une boîte en carton. Okay. Tu as choisi du verre derrière, mais tu ne peux pas avoir en fait, ce genre de boîte à carton en fait, qui sont très basiques, d'accord ? Et derrière, vendre le produit à 69 € et l'avoir mis dans du verre. C'est très bien, hein, le verre, hein, c'est pas question. Mais le produit en lui-même, tu vois, le produit en lui-même peut se porter tout seul. Okay. Tu as peur de la casse, j'imagine. Mais non, en fait, c'est un airless, il y a une poche à l'intérieur. C'est fait exprès. Il est rechargeable ? Pas encore, parce que la formule, il n'y a pas de conservateur, donc c'est un peu... D'accord. Donc, il faut qu'il soit à l'abri de la lumière, mais tu as choisi du verre poli pour pas que ça pénètre. C'est ça. Donc, c'est pas des erreurs en soi, mais c'est qu'en fait, tu as mélangé différents codes entre le green, donc c'est pour ça que tu as choisi un emballage en carton, avec comment dire, pour pouvoir, là, pour le côté recyclage. Tu as choisi une neutralité en fait, sur le packaging, qui fait que sur l'étalage, on ne te repère pas toi, parce que tu es à côté de d'autres marques. Tu as choisi un positionnement pharmacie en te disant plus ce sera épuré, plus ça va passer comme une marque qui va pouvoir s'introduire à côté des autres, alors que non, ce que tu veux pas t'introduire à côté des autres. Tu veux prendre la lumière des autres et attirer la lumière sur toi. Et sur ton positionnement prix, tu es sur un positionnement prix premium. Donc tout à l'heure, la question que tu m'as posée, ou que tu m'as fait remonter, c'est est-ce que je suis une marque de make-up ou est-ce que je suis une marque de SPF ? Moi, je te dirais ni l'un ni l'autre. Hybride. Tu es une marque hybride. Tu es une marque de la clean beauty. Mais pour l'instant, avec un monoproduit, même si il est décliné en teinte, tu n'es pas une marque de maquillage. Mais tu n'es pas une marque de SPF non plus. Qu'est-ce que tu es, à ton avis ? On crée une niche. Non. Tu es une marque de soins. Okay. À 69 €, tu es une marque de soins. Okay. Tu n'es pas une marque de SPF et tu n'es pas une marque de maquillage. Aujourd'hui, avec une Kylie Jenner chez Kylie Cosmetics ou notre très cher Hailey Bieber qui a vendu 1 milliard de valorisation avec une dizaine de références et des produits dont la formule ou l'efficacité est remise en question par les clients, tu peux pas sortir un produit à 69 € dans une boîte aussi basique. Aujourd'hui, alors que le positionnement de beaucoup de marques, c'est de rajouter du SPF dans ce qu'ils ont déjà. Donc, tu peux pas te positionner comme une marque de SPF, surtout que tu es vendu en pharmacie. Donc, en fait, le mieux, l'idéal, ce serait de commencer à embrasser plutôt la culture du soin. Okay. La culture du soin avec un SPF, plus de couleurs, et surtout, bien identifier ta cible. Bien identifier ce que ta cible a envie de voir. Aujourd'hui, en K-beauty, ça va être hyper épuré, mais tu n'as pas ce positionnement-là. En maquillage, tout est archi coloré. Et en plus, il y a très peu de packaging secondaire. Oui. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es forcément entre les deux. Donc, tu es plutôt sur un positionnement soin à cause de ton prix, de ton packaging et de ton efficacité. Merci. J'imagine que tu as une deuxième question. Donc, comme j'ai dit, j'ai tout commencé à parler de moi-même. Je suis très, très engagée dans cette mission. Et donc, je fais tout organiquement.
comment on scale sur les réseaux avec de l'organique avec très peu de moyens, encore une fois. Bien sûr. En organique, il y a deux choses. Il y a ton personal branding et le branding de marque. Aujourd'hui, quand tu as une marque, les gens en fait s'attachent à toi. Et je dirais que jusqu'aux 15 000 premiers followers, c'est une relation que tu dois entretenir. Passer les 15 000 followers, tu as deux options. Soit tu continues à travailler autour de toi, ton personal branding, et c'est toi qui portes la voix, soit tu te concentres sur le produit. Parce qu'en fait, tu as créé ta base, mais maintenant, il faut parler de pourquoi ton produit est meilleur, pourquoi ton produit il est génial à l'utilisation, pourquoi ton produit il est efficace. Le produit, rien que le produit. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'avoir 15 000 followers, mais derrière, ces 15 000 followers ne sont pas forcément des clients. Et en fait, le pharmacien, il en a rien à faire de ton histoire. Le pharmacien, il veut que ce soit un produit qui soit fun, attractif, efficace et qui se vende. Le pharmacien ne veut pas qu'un produit reste plus de X temps. Pourquoi les gens nous rentrent et nous sortent, c'est quand tu n'as pas de réassort. Donc, il va te dire, c'est sympa, ok, je vous fais rentrer parce que vous êtes sympa et que voilà, mais il a besoin en fait d'un réassort. Donc, scaler sur les réseaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir de l'UG, ça veut dire qu'il faut en fait entraîner de la viralité. Okay. D'accord ? Et ça se fait à travers toi, mais ça se fait aussi à travers de différents types de contenus. Tu ne peux pas vendre une marque comme la tienne qui se base sur 15 teintes et n'avoir qu'une seule teinte représentative qui parle. Tu ne peux pas. Moi, par exemple, j'ai un type de cheveux et c'est pour ça que je me suis effacée de la marque pendant longtemps pour pouvoir montrer tous les autres types de cheveux autres que moi. Un, pour éviter l'identification au bout d'un moment. Et donc, ça permet d'éviter de dire c'est une marque ethnique. Parce que je m'adresse en fait à 3 types de cheveux différents. Donc voilà. Parce que quand la cliente elle est là et qu'elle voit ton visage au début et que tu es une marque nouvelle et qu'elle n'a pas essayé, elle te regarde, elle se compare, elle dit non mais c'est pas pour moi. Donc c'est pour ça en fait que tu dois te remettre en retrait un petit peu à partir d'un certain nombre de followers, continuer à travailler ton histoire, à en parler, mais tu dois surtout mettre en avant différentes carnations maintenant. Et là, tu dois le faire à travers donc, de créatrices de contenu qui sont à la fois situées ici et à la fois situées dans les dom-toms. C'est hyper important parce que en fait, le but, c'est que le client puisse tomber sur une de ces vidéos-là et dire « Tiens, mais j'ai la même couleur, je vis au même endroit, tiens, je vais essayer le produit ». Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas travailler avec une influenceuse ou une créatrice de contenu, tu vas en fait capter sa communauté. C'est comme ça en fait que tu scales ta propre communauté en organique au début. Donc, c'est des concours, c'est du contenu, c'est parfois de la collab. Après, ça, c'est sur des étapes qui sont un peu plus loin. Et ensuite, c'est de la fidélisation et éventuellement du reward. C'est-à-dire que, par exemple, elles offrent à leur communauté un moins 15% ou moins 10%. Et de l'autre côté, à chaque fois qu'il y a une commande qui est passée, elle, tu lui rétribues 10% sur la commande. Ce qui fait qu'elle a envie de générer, en fait, avec toi, plus d'engagement parce que derrière, elle est rémunérée aussi au nombre de clients qu'elle peut éventuellement te rapporter. Merci. Et la troisième question, j'ai beaucoup d'ambition. Je suis quelqu'un depuis petite, je sais où je vais. Pour moi, être une femme, c'est pas un frein, au contraire, c'est une force incroyable. Et pour moi, je veux devenir le leader du maquillage solaire dans le monde. Il y a des leaders américains, il y a des leaders australiens dans le solaire, mais j'aimerais bien être le leader français. Comment on peut y arriver ? Et certes, on nous dit souvent que les peaux métisses à foncé, c'est une niche, mais aujourd'hui, c'est 80% de la population mondiale. C'est plus du tout une niche. Comment on peut y aller et montrer que c'est pas du tout une niche ? Évangéliser un marché, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris... J'ai créé la marque en 2009. Évangéliser le marché, ça m'a pris plus de 10 ans. Moi, je pense que tu arrives à un moment qui est un moment des croisées des chemins, qui est pas mal, parce que dans ton timing, tu n'as plus besoin de convertir les clients pour leur dire qu'ils ont besoin de mettre un SPF. Ils l'ont compris. Donc déjà, parce que moi, il fallait que j'évangélise les clientes à utiliser une routine en 4 étapes et des produits naturels et d'arrêter le défrisage. Donc, ça a pris du temps.
Et ensuite, il faut que tu sois pédagogue et éduques les distributeurs et les retailers. Donc, en fait, tu as deux couloirs de nage. Le premier, en fait, c'est la distribution. Et donc, c'est les professionnels auxquels il faut que tu crées du matériel pour communiquer avec eux, que tu habilles correctement ta desserte, que tu leur donnes des outils, en fait, pour vendre. Mais surtout, il faut que tu leur donnes des moyens mémotechniques que quand il y a une personne, par exemple, quand il y a une personne issue de la diversité afrodescendante ou autre, parce qu'on parle sur tout un prisme qui est beaucoup plus grand, qu'à chaque fois qu'il rentre en fait dans la pharmacie et que la personne a dit « je cherche une crème solaire », il faut que lui, le pharmacien, il se dise « c'est cette marque-là ». Moi, quand il y a quelqu'un qui rentre en pharmacie et qui dit « je cherche pour mon enfant avec les cheveux bouclés » ou « voilà mes cheveux et je cherche un produit », la référence dans sa tête... En fait, il faut devenir juste et que ce soit un automatisme. Et pour ça, tu dois créer du relationnel. Et tu dois créer des outils. Parce qu'en fait, les autres marques qui sont plus jeunes ou les vieilles marques, il y a deux types de concurrents. Les autres marques qui sont plus jeunes, elles n'ont pas forcément le budget et elles se disent que le produit il va se vendre tout seul. Parce qu'elles ont fait 3 posts Instagram, elles se disent le produit va se vendre. Non, en fait. C'est les équipes de vente qui doivent être prêtes. Absolument. Donc c'est hyper important. Donc ça passe par la formation. Ça passe par la formation gratuite que tu vas leur donner. Ça passe par le temps et les questions-réponses. Et comme tu dis, le service client qui est hyper important en leur disant, et leur envoyer des newsletters. Moi, j'ai une newsletter qui est entièrement dédiée au B2B pendant très longtemps. Super idée. J'entre un client, je le fais rentrer dans la base de données. Tous les 15 jours, il reçoit l'actu, la promo, le dernier post Instagram, le produit à mettre en avant, l'astuce d'utilisation, etc., etc., pour pouvoir animer et que régulièrement, en fait, il voit ton nom régulièrement. Okay. Il va lire le mail, mais en fait, ça va rentrer. Et puis, bien sûr, la formation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entre un client, en fait, il doit être formé. Okay. C'est-à-dire que tous ceux qui couinaient, oui, non, mais ça marche pas si bien que ça, etc., à chaque fois, on leur disait, vous avez fait le module de formation ? Non. Alors, on vous inscrit, c'est gratuit. Et en fait, à chaque fois que ceux qui performaient un peu moins bien que les autres, on se rendait compte, c'est parce qu'ils n'avaient pas fait la formation. Et à chaque fois qu'ils faisaient la formation, pouf, ils performaient de nouveau. Je ne vais pas te donner la clé, la recette magique pour devenir leader, mais en fait, c'est un écosystème que tu dois nourrir par toi-même. C'est beaucoup de travail. Donc, d'un côté, tu as ta page Instagram pour le B2C, où tu vas éduquer les gens, où tu vas leur montrer que c'est une marque qui a une histoire, qui est fun, qui est efficace, etc. Et de l'autre côté, en fait, ton vrai travail, c'est d'éduquer les points de distribution. Parce que du SPF, ils en font. Oui. Donc, qu'est-ce qui te différencie, toi ? Et c'est pas ton histoire qui va te différencier. Oui. Et il faut bien se dire que la pharmacie est Et en fait, la pharmacie, c'est l'Eldorado, en fait, du point de développement de la distribution de la cosmétique aujourd'hui en France et même en Europe. Tout le monde rêve de pénétrer la pharmacie. Je vais te donner un exemple, la Rosée. Valorisation aux environs de 400 millions, si je me trompe pas, sur leur dernier tour. Elles ont créé une marque qui était dédiée uniquement à la pharmacie. D'accord ? Donc, elles savaient comment s'adresser aux pharmaciens. Elles avaient une équipe commerciale dédiée à la pharmacie. Et en fait, elles ne se sont intéressées qu'aux pharmaciens. Parce que le pharmacien, il aime bien être bichonné. D'accord ? Donc ça, voilà. Et en fait, en choisissant ce canal et uniquement ce canal-là, elles ont performé très, très vite. D'accord ? Aujourd'hui, il faudra aussi que tu te poses la question, est-ce que tu veux une distribution exclusive site internet et pharmacie, parce que tu m'as parlé de retailer tout à l'heure, ou est-ce que tu te dis, je fais pharmacie, j'ai une omnicanalité, je fais site internet, pharmacie et différents retailers. Je sais qu'on veut manger à tous les râteliers, cependant, je préfère te prévenir à l'avance avec mon expérience, tu parles pas à Sephora comme tu parles à un pharmacien, comme tu parles à Monoprix. Je préfère juste te prévenir à l'avance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une responsable, en fait, un Key Account Manager, un CAM dédié à chacun des canaux. Et ça coûte un bras. Je préfère te prévenir à l'avance. Oui. Donc, chaque CAM est dédié. Au début, tu peux avoir un directeur commercial éventuellement qui commence à les signer, mais derrière, celui qui gère le compte au quotidien, et en fait, ça s'appelle un CAM, un Key Account Manager. Et lui, en fait, il a les codes. Il sait comment ça fonctionne à l'intérieur. Il sait quels sont les points de négociation. Il sait, par exemple, que la pharmacie, ce qu'ils veulent, eux, c'est des animations et c'est des UG, de l'unité gratuite. Donc, par exemple, il te dit, ouais, moi, si je t'en achète 10, j'en veux 2 gratuits. Et ça, ce sont des codes spéciaux à la pharmacie que tu ne vas pas retrouver dans un Monoprix, que tu ne vas pas retrouver dans un Sephora. Donc, il faut nourrir l'écosystème, mais il faut d'abord être très fort sur un premier écosystème, pas être entièrement dépendant, attention.
et le temporiser à chaque fois avec un autre si tu veux faire de l'omnicanalité. Tu ne peux pas être à 100% dépendant, sauf si tu choisis un modèle comme la Rosée, qui est monocanal, pharmacie, point barre. Tu sais déjà vers quoi tu veux aller ? En fait, comme moi, il y a besoin de conseils pour les teintes. C'est le seul point négatif aujourd'hui avec la pharmacie. Je forme tout le monde et c'est comme tu l'as dit, dès qu'ils sont formés, ça performe. Au départ, ils nous disent c'est compliqué, mais une fois qu'ils sont formés, c'est génial. Mais c'est le temps, ils n'ont pas. Il faut vraiment quelqu'un dédié à donner la teinte, à expliquer à la cliente sa teinte, tester avec elle. Et je pense que c'est le seul frein pour la pharmacie aujourd'hui, à moins d'avoir des technico-commerciaux qui sont sur place ou animatrices sur place tout le temps. Alors, il y a ça, mais l'animation de point de vente, ça coûte hyper cher. Il y a ça, où tu dois leur fournir les outils pour. En fait, c'est aussi... Ils ont les testeurs, ils ont tout ce qu'il faut, mais... il y a les testeurs, mais ensuite, il y a... En fait, il y a surtout toute la PLV qui va avec. En fait, si ils n'ont pas le temps d'avoir le testeur, ça veut dire que sur ta PLV, tu dois avoir quelque chose. Les carnations. Les carnations. Et c'est comme ça, en fait, que Fenty a performé avec ses teintes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Je suis désolée, hein, je respecte énormément Rihanna. Mais il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent. De toute façon. Elle a pas, en fait... inventé l'eau chaude dans le sens où on avait déjà des Lancôme qui avaient 50 teintes, Mac, par exemple, aux États-Unis, ou bien Mac. Mais là où elle a été bonne, c'est que sur l'identification de la teinte, en fait, les gens s'identifiaient beaucoup plus facilement. Quand tu y rentrais dans un magasin, même s'il n'y avait pas de vendeuse ou de conseillère disponible sur le moment, ils arrivaient relativement, alors grâce effectivement à l'UG, l'identification, les vidéos Insta, où j'ai vu un tel apporter telle teinte. Donc ça, c'était de l'abattage. Mais c'est surtout qu'il y avait j'allais dire le teintomètre, c'est faux, ça n'existe pas. Il y avait le carnet de teintes. Et en fait, il y avait des visages. Et en fonction du visage et des teintes et des sous-teintes, les gens arrivaient beaucoup plus facilement à s'identifier. Ça, c'est une des clés. Que le client, en fait... C'est moins cher que l'animation, absolument. C'est moins cher que l'animation. Et ça permet aussi au client de s'identifier plus vite. Toujours, tu crées ce lien émotionnel avec eux. Et de l'autre côté, ça permet aussi... comment te dire ? Ça te reviendra non seulement moins cher, mais ça permet aussi au client de se dire « Ok, j'ai telle teinte, je me rapproche de telle personne. » Tu vois, donc avec la photo même, éventuellement, ils peuvent trouver plus vite leur teinte. Bon, tu m'as challengé sur tes 3 questions et j'espère avoir un petit peu répondu. Merci, c'était incroyable. Est-ce que aujourd'hui, si tu devais te projeter dans les 3 prochaines années, où est-ce que tu vois la marque en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipe, en termes de distribution ? Tout dépendra de la levée. Hein. Je suis là à Paris justement pour ça. Donc, j'aimerais bien que dans 3 ans, on soit en Afrique, dans les DOM et en Europe, avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Et par la suite, dans 5-10 ans, vraiment aller aux États-Unis, en Asie, parce que le marché est très, très prêt, on va dire, il est éduqué. Et d'ailleurs, on a gagné un prix aux États-Unis mondial, Innovation mondiale, et on a été nommé par un magazine de santé, Future of Sun Care. Je n'étais même pas au courant qu'ils avaient tout ça sur notre marque. Et donc là, oui, aller dans 10 ans avoir 146 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est déjà dans mes plans. Sarah, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci en tout cas d'avoir partagé avec moi cette jolie marque. Moi, ce que je pense, c'est que tu arrives sur la bonne temporalité. Qu'il faut que tu prennes pas mal de hauteur et que tu repenses effectivement au branding de marque en soi. Et puis surtout, faut continuer à avancer, ouvrir des portes et continuer à aller chercher la pharmacie un maximum en attendant que pour éviter en fait que d'autres marques prennent le positionnement. Mais c'est pour ça qu'il faut aller vite maintenant parce que c'est le moment. C'est le moment de se caler. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Et puis je te dis à très bientôt. À très vite. J'espère que comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première ainsi que sur nos réseaux sociaux.